merci d'être là. Je profite d'emblée pour remercier les organisateurs. Je remercie aussi le laboratoire Bioprojet qui nous sponsorise. Je laisse les filières Fimato qui nous aident aussi pour l'organisation et les associations qui sont présentes. Fanny Cové à chaque réunion est présente. Ah, tout le bureau en plus, oui. Le programme qu'on a prévu est assez dense, donc je propose qu'on débute d'emblée. On a prévu d'ouvrir la séance en vous résumant les articles les plus importants de 2007 qu'on a pu lire. Qui débute ? Par le prénatal. Alors, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a repris, donc, Julia, c'est où au secours ? On a repris tous les articles entre la dernière réunion et celle d'aujourd'hui. Et il y avait plus de quasiment 300 articles, tout compris prénatal, réa et chir. Donc en fait, on a extrait ceux qui nous paraissaient les plus importants. Là, on a choisi chacun entre 3 et 5 articles qu'on va vous résumer très rapidement. Mais surtout, on vous a fait un document PDF avec tous les articles de l'année qu'on a considérés comme étant importants. Et on vous les enverra par mail, c'est-à-dire tous ceux qui ont donné votre adresse mail. Alors évidemment, on n'a pas sorti tous les PDF. Donc on vous a juste mis la référence de l'article. Mais déjà, ça vous mâche un peu le travail. Et pour ceux que ça intéresse, vous avez toute la biblio de l'année sur la hernie de Coupole. Et donc, on pourra vous l'envoyer assez rapidement puisqu'il est quasiment finalisé, quoi. Et on a mis en bleu ceux de tous les articles français et ceux du centre de référence. Alors, en prénatal, il y a eu pas mal de choses. Alors, je ne vais pas évidemment rentrer en détail de chaque article, mais ça, c'est les 5 qui m'ont paru peut-être donner les messages les plus importants pour l'année. Alors, celui-là, c'est un article de l'équipe de Richard Kaiser au Canada. C'est une revue sur le développement pulmonaire, les anomalies pulmonaires de la hernie et tous les gènes potentiellement impliqués. C'est super bien fait, c'est extrêmement clair. Donc, celui-là, je vous le recommande. Évidemment, je ne l'ai pas détaillé, mais c'est un très, très bon article de revue, surtout pour ceux qui débutent dans la hernie de Coupole. Donc celui-là, il est dans Seminar in Pediatric Surgery. J'ai choisi celui-là pour la fonction cardiaque, mais clairement, pour ceux qui font du prénatal, il y a eu un petit vent dans l'année sur des gens s'intéressent à l'écho-cœur fœtal. Depuis le temps que Laurent nous répète que le cœur est un élément important dans la prise en charge en postnatal, la plupart des équipes qui travaillent sur la hernie ont commencé à s'intéresser au cœur en prénatal. Alors évidemment, ce qui est compliqué, c'est que le cœur ne fonctionne pas de la même façon en pré et en postnatal. Et il y a tout un tas de papiers plus ou moins bons sur comment évaluer la fonction cardiaque en prénatal. Donc ça va de mesures de l'épaisseur du ventricule gauche à de l'imagerie tissulaire très compliquée et pour lesquelles il faut regarder quelle est la validité externe des mesures, parce qu'en tout cas nous, quand on avait fait notre papier avec Rodrigo Ruano sur l'imagerie Doppler tissulaire dans le poumon, il y a eu pas mal d'équipes dans le monde qui avaient dit qu'ils n'arrivaient pas à le reproduire. Et puis comme d'habitude, il y a très peu de cas dans ces études, mais ce qui est sûr, c'est qu'on commence à regarder le cœur en prénatal comme facteur pronostic, mais autrement que juste mesure du ventricule droit, mesure du ventricule gauche, comme ça avait été fait par Bernard Thébault il y a longtemps. Et donc, il semblerait qu'il y ait une dysfonction diastolique chez les bébés avec une hernie gauche, mais avec une fonction systolique conservée. Mais il y a un autre papier qui dit exactement le contraire. Donc, juste pour vous attirer l'attention sur le fait qu'il faut commencer à regarder le cœur en prénatal, ce qu'évidemment on va faire, mais avec des facteurs qui sont, des mesures qui sont reproductibles. Je vous ai mis juste ce papier de Yann Depresse dans Prénatal Diagnosis qui en fait permet de montrer qu'il y a des vraies différences entre les mesures des LHR et l'évaluation de la sévérité quand les hernies, quand les évaluations sont faites dans certains centres et qui sont référées dans le centre de Yann Depresse. Pourquoi je vous mets ce papier ? Parce que certains d'entre vous râlent quand on nous envoie les patientes parce qu'on dit que les LHR ne sont pas toujours les mêmes que ceux que vous avez mesurés vous, la position du foie non plus, et ça pose problème, en particulier vis-à-vis de certaines patientes qui reviennent chez vous en disant ah bah au centre de référence, ils m'ont dit que j'avais 34 et pas 32, donc vous êtes nuls, ça ne va pas du tout, on va se faire suivre là-bas. Donc nous, on a vraiment appris à changer notre discours quand on modifie les valeurs, surtout quand c'est à 5% près, honnêtement, ça ne change pas le pronostic, ce qu'on explique aux patients, mais on a vraiment appris à annoncer les choses différemment pour ne pas vous mettre en difficulté, parce que ça a pu être le cas dans le passé, et je suis désolée, mais juste pour vous dire que visiblement en Belgique c'est encore pire.
puisqu'il y a plus de 50% des patientes pour lesquelles ils rectifient le tir sur le degré de gravité. Nous, clairement, depuis 10 ans, on s'est rendu compte que quand les patientes étaient référées, la gravité était quasiment la même. C'est-à-dire que tout le monde a fait beaucoup de progrès dans l'évaluation prénatale. Le signe d'Anne-Gaëlle Cordier, là, tout simple, avec l'estomac, a clairement permis d'améliorer les choses. Mais voilà, c'est pas que... C'est simplement qu'on a une façon de mesurer comme on a l'habitude, on en fait beaucoup, mais vous voyez, en Belgique, ils ont le même problème, mais nous, on a appris à présenter les choses différemment. Alors ça, c'est un papier assez intéressant de l'équipe de Dictable. Alors vous allez me dire, tout est dans Prénatal Diagnosis, qui n'est pas forcément un journal exceptionnel, mais en obstétrique, malheureusement, le prénatal, on a un peu de mal à le passer dans des très bons journaux, en particulier parce que les séries ne sont pas très importantes. Et donc ça, c'est une étude en Hollande où ils ont évalué la validité externe du LHR comme facteur pronostic. Et évidemment, ça montre bien que on peut l'utiliser, donc ça c'est pas mal parce que ça entérine. C'était une équipe qui était assez critique vis-à-vis de ce qu'on faisait avec Yann Deprest. Dictable, pour ceux qui le connaissent, avait quand même tendance à penser que les facteurs prénataux, ok, on allait faire plaisir aux obstétriciens, on allait en tenir compte, mais là clairement ils ont montré avec leur série qu'il y a, c'est une validation externe de la mesure du LHR. Alors ce papier, en revanche, est pas très sympa, toujours de l'équipe de Dictable. Ils ont publié dans Néonatologie, ils ont regardé 10 ans d'évaluation de survie dans 4 centres, dont un anglais, Scheibel-Semanheim, et un centre italien. Et ils ont regardé l'évolution sur 10 ans, les taux de survie, et en fait, ils ont regardé si le fait d'avoir une fétoscopie améliorait le pronostic ou pas. C'est pas très sympa d'avoir fait ça, alors que l'essai randomisé se termine normalement à la fin de l'année. Il reste 15 patientes à inclure dans l'essai FETO 1 et une vingtaine dans l'essai FETO 2, donc ça y est, on y est presque. Et en fait, il montre que quand il y a une FETO, il n'y a pas de différence de survie. Donc c'est en fait, ils se sont servis de leur FETO, de tous leurs FETO qu'ils ont fait hors essai. Il y a plein de cas qui sont pas dans ces cas-là ne sont pas dans l'essai randomisé, et ils ont conclu que chaque centre avait à peu près le même taux de survie, qu'il y avait des centres qui avaient des taux de survie différents, mais que les patientes en prénatal n'étaient pas forcément toutes les mêmes, et que le fait de faire la FETO changeait rien. Voilà, donc je vous mets juste en garde sur ce papier qui a été fait bien volontairement juste avant la conclusion de l'essai FETO par Dictable, et qui, bien évidemment, ne permet pas de juger si la FETO fonctionne ou pas, parce que ce n'est pas randomisé et que les protocoles dans les 4 centres n'étaient pas forcément les mêmes en postnatal. Voilà, donc ça c'est pour le prénatal. Ah oui, non, et un papier très important, il y a eu pas mal de papiers de génétique cette année, donc on n'a toujours pas trouvé bien sûr le gène de la hernie de Coupole. Il y a quelques gènes associés qu'on connaît bien maintenant, et l'équipe de Patricia Deneu à Boston, à Harvard, a en fait fait comme je vous explique ça comme une obstétricienne, mais en gros, ils ont pris 196 patients, 987 témoins, et ils ont regardé, ils ont fait comme une CGH ciblée sur certaines régions pour regarder s'il pouvait y avoir des variations de CNV qui seraient plutôt rattachées aux hernies de Coupole. C'est-à-dire que d'habitude, on cherche un gène en particulier, et là, ils ont regardé en CGH s'il y avait des régions d'intérêt pour les hernies de Coupole, et ils ont trouvé 6 régions. Ce n'est pas révolutionnaire, mais on a tous des patients qui ont des CGH, pour lesquels on a des VOUS, qui sont retrouvés ou pas chez les parents, pour lesquels aujourd'hui on ne sait pas quoi faire. Et donc apparemment c'est dans cette direction qu'il faut chercher, parce qu'il n'y a toujours pas le gène de la hernie. Cette équipe a eu 1,2 million de dollars pour cette étude. Donc on ne joue pas du tout dans la même cour. Et malgré ça, ils n'ont pas trouvé le gène. Mais ça, c'est un papier publié dans PNAS qui montre que voilà, potentiellement, il faut aller regarder s'il n'y a pas des CNV particuliers attribuables aux hernies. C'est bon? Pas de questions pour le prénatal? Donc moi, je parlais des articles chirurgicaux. Donc j'ai sélectionné cet article du CDH Study Group. C'est l'article qui a repris le registre entre 2007 et 2015. Et ils ont trouvé 3332 hernies opérées. Alors toujours ces données à prendre avec des pincettes, parce que ce registre n'enregistre que les données pendant le séjour hospitalier. Et sachant que les séjours hospitaliers sont variables, il y a des séjours courts pour les thoracoscopies, les séjours plus longs pour la parotomie et des formes plus graves de
diagnostic prénatal. Et ce qui ressort de cette étude, c'est que c'est toujours la taille du défect qui balaye tous les statistiques, c'est la gradification exacte et la stratification par grade de défect qui balaye tous les autres statistiques en termes de puissance de discrimination des risques. Et il y a le patch et il y a le fait de faire de la thoracoscopie, de la chirurgie mini-invasive. Et en analyse multivariée, il n'y a que la taille du défect et la chirurgie mini-invasive qui ressortent. Et ce graphique il est intéressant parce qu'il montre la proportion d'un côté le nombre de réparations et de l'autre côté le taux de récidive. Et on voit que les laparotomies, c'est toujours le gold standard le plus souvent réalisé, que les thoracoscopies, enfin les chirurgies mini-invasives, ça reste dans ces proportions-là, et qu'au début, il y a eu beaucoup de complications de thoracoscopie, et là, actuellement, il note que sur les 4 dernières années, les complications de thoracoscopie ont l'air de diminuer, probablement par une meilleure sélection de patients et moins de folie. Donc ça, c'est un autre article qui est rétrospectif, mais qui reprend une bonne série de 112 patients avec l'avantage d'avoir les données sur le long terme. Ils ont un suivi moyen de 7,3 ans. Ils détaillent leurs complications qui sont connues, qui montrent qu'ils ont 20% d'occlusion sur bride. Nous, dans le registre, on est à peu près à 11%. Et dans leur série, 11% de patients ont nécessité une chirurgie anti-reflux. Mais cliniquement, ils disent qu'il y a 50% qui s'en plaignent, mais c'est très mal documenté dans les dossiers. Et par contre, les récidives, ils n'ont que 7%. Ils expliquent ça par le fait qu'ils n'utilisent que le Gore-Tex dans toute leur série depuis toujours. Et par contre, ils ne détaillent pas la technique exacte de la pose de leur Gore-Tex. Mais ils ont un taux de récidive qui est intéressant parce qu'il est plus faible. Donc, en conclusion, il y avait une donnée que je trouvais intéressante dans cet article. Il y avait un effet assez inattendu de l'ECMO sur les occlusions sur bride. Et c'était statistiquement significatif que les patients qui ont eu l'ECMO, finalement, ils avaient moins d'occlusions sur bride. Donc, les auteurs évoquaient différents facteurs qui pouvaient être liés à la formation des brides, comme l'anticoagulation, on ne sait jamais. Comme parfois les patients qu'on opère avec ECMO, peut-être la manipulation des organes est un peu différente et plus délicate parce qu'on craint l'hémorragie ou quelque chose. Et ils évoquent aussi d'autres, ils sont partis dans les cytokines, dans d'autres médications de la formation des brides. C'était assez intéressant. Un autre article qui brise un peu les rêves des amateurs des patchs en coupole. C'est un article qui est discutable, mais on sait que tous les auteurs, depuis toujours, qui sont les adeptes des patchs oversized, montrent tous la même radio. Ils regardent tous les mêmes radios, ils sont tous très contents parce qu'ils montrent une diaphragme bien bombée. Donc, c'est des auteurs qui ont inventé une formule, qui est un index qui s'appelle le taux moyen de courbature du diaphragme. Et ils ont repris toute leur radio post-opératoire sur 11 ans, sur 127 patients. Et la déception, c'est qu'ils ne trouvent pas de corrélation significative entre la récidive et la radio post-opératoire selon cet index. Donc, bon, il y a quand même des limites, parce que cet index, il n'est absolument pas validé, parce qu'en plus, il est fait dans un plan, alors qu'on sait que la radio, ça se fait dans 2 plans, si on veut tirer un chiffre valide. Autre grosse limite, c'est qu'il n'y a aucune gradification de stade de défect, il n'y a aucun détail, il n'y a pas du tout de détail sur la nature et la technique de pose de patch. Donc, quelque part, voilà, on ne sait pas si c'est la courbature qu'on regarde sur les radios après les patchs oversize, est-ce que c'est bien ou pas? En fait, finalement, les auteurs ils disent que probablement ça ne reflète pas la tension et que probablement la technique chirurgicale du patch, ce n'est pas que la radio post-opératoire, c'est un peu plus compliqué que ça. Un autre article qui casse un peu les dogmes, c'est l'intérêt d'un drain thoracique pendant la chirurgie de la hernie diaphragmatique.
C'est une série, pareil, rétrospective, sur 174 patients, et 49 ont eu le drain posé en péropératoire et 124 non. Et les auteurs concluent que finalement, les patients avec un petit drain thoracique de courte durée ont eu moins de risques de ponction ultérieure pour un épanchement gazeux ou liquidien, et que même le temps d'extubation, il était identique aux patients qui n'ont jamais eu besoin de drain, c'est-à-dire que ça n'apporte pas de morbidité particulière, le fait d'avoir un drain. Par contre, comparé à d'autres patients qui n'ont pas eu le drain initialement posé en prophylactique, ils ont un délai d'extubation significativement moindre, parce que finalement, au moment où eux retirent le drain, parce que c'est un drain qui est court, qui dure entre 2 et 4 jours, les autres patients, ils posent le drain. Et du coup, ils prennent du retard sur l'extubation. Donc, et ces auteurs, du coup, ils proposent de revoir un petit peu ce dogme jamais de drain ou toujours le drain. Enfin, c'est un peu le retour du balancier. C'est un peu comme pour les décalotages, je pense. Voilà. Et ça, c'est un article qu'il faut lire. Enfin, je vais en parler partiellement, mais c'est très long. On ne peut pas tout évoqué sur les caractéristiques mécaniques des prothèses. C'est une revue de tous les prothèses actuelles, de tous les biomatériaux, et qui est spécifique à la hernie. Voilà. Donc c'est à lire. Voilà. Merci. Merci Julia pour ces présentations. Juste un mot sur le drainage. C'était effectivement, ça a fait l'objet de plusieurs discussions déjà au cours de ces réunions. C'est vrai que globalement dans le PNDS, on n'a pas recommandé la mise en place d'un drain, mais plusieurs équipes, dont la nôtre, continuons de poser un drain parce qu'il y a un certain nombre d'enfants qui font des épanchements pleuraux compressifs qui posent problème. Et dans cette situation post-opératoire, les moindres problèmes prennent des proportions rapidement dramatiques. Donc voilà, je crois qu'on n'a pas encore complètement statué là-dessus. Et cette étude confirme bien que dans certains cas, il peut y avoir une indication à une pose d'un drain. Toute la question, c'est de savoir est-ce qu'on peut repérer pendant le bloc, par exemple, les enfants qui risquent de faire ce type d'épanchement et peut-être de décider en péropératoire s'il faut poser ou pas un drain. Mais ça fera l'objet, à mon avis, on continuera d'en débattre encore plusieurs années. Oui, Monsieur Beckmar. Tout à fait d'accord, il y a un gros débat chez nous. Pierre Cuivre, je crois qu'il a à peu près la même attitude que toi. Mais la question, c'est de savoir que faire, surtout ne pas faire mal avec ne pas mal utiliser ce drug, parce qu'il ne faut pas recommencer à aspirer, parce que sinon on va... Donc éviter le barotraumatisme, c'est aussi un problème. Donc qu'est-ce que tu fais de ce drain? Nous on le laisse volontiers quand on le laisse. Alors c'est toujours un combat de haute lutte, puis à la fin, bon, ben, tu sais, au mieux tu me laisses un drap maintenant, parce qu'on va être obligé d'en poser un probablement dans 2 jours. Bon, bref, on se laisse faire, on se laisse attendrir. Et par contre, on laisse ça sur une valve de Heimlich pour éviter d'aspirer. Donc c'est un espèce de truc, c'est un peu bâtard. Hein. En fait, effectivement, je pense que le problème du drainage pleural, c'est qu'il y a eu des accidents. Si le drainage est trop important, et à ce moment-là, il y a une déviation du médiastin et des complications hémodynamiques. Et donc l'idée, c'est de mettre une dépression la plus faible possible, soit avec une valve de Heimlich, soit avec des dispositifs Pleurevac qui permettent de régler à quelques centimètres d'eau le niveau de dépression. Là, actuellement, on fait une étude, justement pour essayer de répondre à cette question-là. En post-opératoire, on clampe le drain et on mesure la pression. Qui nous permet donc de s'assurer qu'effectivement on a bien une dépression physiologique, le gaz étant réabsorbé. Au fil du temps, on a une dépression qui se stabilise vers -4, -6. Mais sur la série, là, on a une série de 8 enfants, donc on débute l'étude. On s'est aperçu que sur 2 enfants, l'épanchement commençait à devenir compressif, la pression passait la barre du 0, +2, +4, et le bébé se dégradait. Donc ça nous a permis de déclamper le drain à ce moment-là, pour ramener la pression pleurale. Donc l'idée pourrait être aussi de contrôler la pression pleurale
et de s'assurer qu'elle ne devient pas positive sur un épanchement important. Donc, à mon avis, il y a encore beaucoup de questions autour de ce drainage. Il est clair qu'il y a un rationnel pour penser que s'il y a un épanchement, on perd du temps. Parce qu'on comprime le poumon, le bébé respire moins bien, il va accentuer sur l'HTAP. C'est une minorité d'enfants, mais ceux-là pâtissent d'une absence de drainage. De l'autre côté, donc il y a peut-être 80% des enfants qui n'ont pas besoin de drainage. Et mettre un drainage mal fait fait prendre aussi des risques. Si on déprime trop fort, il y a aussi des risques hémodynamiques. Donc il va falloir jongler avec ces arguments positifs et négatifs, je pense. Cet article, les auteurs ont trouvé que ça a trouvé le plus d'intérêt dans les hernies opérées par thoracoscopie. Que les hernies opérées par thoracoscopie, que parfois, voilà. Donc, il laissait un tout petit drain, tout fin, et pour eux, ça sortait pour les laparotomies et pour les thoracoscopies, mais le chiffre il était plus élevé en termes de bénéfices pour les thoracoscopies. 3 courts articles intéressants. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur l'intérêt de débuter la réanimation avec une FiO2 de 100%. C'est un problème d'adaptation à la vis utérine, donc c'est un problème de circulation pulmonaire. Le bénéfice, un peu comme pour les autres enfants, d'une réanimation à 100% n'est pas démontré. C'est recommandé parce que c'est recommandé partout. Et là, c'est une étude qui remet en cause ce dogme-là. Alors c'est une étude avant-après, donc avec des limites. Dans un groupe, ils réanimaient à 100%, comme actuellement recommandé. Dans un autre groupe, ils débutaient à 50% de FiO2. Et ils adaptent, selon l'algorithme ici, qui est peut-être un peu compliqué, en fonction de la saturation préductale, ils baissent la FiO2 ou ils augmentent, mais à partir de 50%. Les résultats sont intéressants, même si ça n'a pas un haut niveau de preuve. On s'aperçoit que les besoins en oxygène descendent plus vite dans le groupe des enfants qui ont été réanimés à 50% d'oxygène. Et vous voyez les chiffres là-bas, ça se voit jusqu'au 3e jour de vie. Et alors en termes, par contre, à long terme, on voit plus de différence. Probablement que effectivement le bénéfice il est plutôt immédiat. Et vous savez que derrière ça, il y a un rationnel possible, c'est que l'oxygène en excès capte le NO, produit des peroxynitrites, qui sont des oxydants, mais surtout qui sont des vasoconstricteurs. Et il y a un fort doute sur le fait que l'hyperoxémie puisse entraîner une vasoconstriction par production de radicaux libres, qui a été démontré déjà expérimentalement. Donc voilà, peut-être que le dogme du réanimé à 100% va être mis en cause dans les prochaines années. Un autre article qui vient d'être publié dans le Journal of Pediatrics sur l'intérêt d'un analogue des prostacyclines, le téprostenil. C'est un médicament dont on a déjà parlé à plusieurs reprises ici, mais là c'est donc une nouvelle série d'enfants, donc 17 bébés porteurs de hernie, forme grave de hernie lymphatique, avec une hypertension pulmonaire chronique résiduelle sévère. Alors on voit bien que les enfants qui reçoivent du téprostenil sont les plus graves, hein, avec un LHR très bas par rapport au groupe contrôle. Des durées de ventilation prolongées, donc c'est les formes graves qui nécessitent, qui se compliquent d'hypertension pulmonaire chronique. Et ils ont utilisé comme marqueur d'évolution de l'hypertension pulmonaire le BNP, Brain Natriuretic Factor, qui permet d'évaluer, d'estimer la distension de l'oreillette et de l'oreillette droite. Et vous voyez que très rapidement, cette sécrétion de BNP diminue dans le temps, qui est un marqueur solide d'efficacité du traitement. Et voilà ici, donc c'est l'évolution de l'hypertension pulmonaire dans les formes modérées, les formes moyennes et les formes sévères. Et vous voyez qu'au fil du temps, il y a de moins en moins de formes sévères sur des durées de traitement de 6 semaines. Et donc, c'est des traitements, alors à la différence de ce qu'on utilise
On l'utilise plus souvent en sous-cutané. Eux l'ont utilisé en partie par voie IV. Le début du traitement, c'était à 1 mois de vie. La posologie 10 à 20 nanogrammes et la durée du traitement à peu près 2 mois, mais vous voyez qu'il y a des enfants qui l'ont reçu 3 à 4 mois. Voilà, donc juste pour rappel, on pourrait se dire, mais pourquoi utiliser du tréprostinil IV plutôt que du Flolan, qui est l'autre alternative possible, et quel est l'intérêt par rapport au sildenafil? Le sildenafil agit sur la voie du NO. Donc le NO active la guanylate cyclase, produit du GMP cyclique qui est vasodilatateur, et le sildenafil bloque l'enzyme qui dégrade le GMP cyclique, donc accentue la voie du NO. Les prostacyclines, Flolan et tréprostinil activent les récepteurs aux prostaglandines, activent l'adénylate cyclase, l'AMP cyclique et aussi vasodilatateur. Donc on a 2 voies synergiques. Donc sildenafil et tréprostinil sont synergiques sur 2 voies différentes. L'autre avantage par rapport au Flolan classique, c'est que lorsqu'on a une hypertension pulmonaire, il y a un remodelage vasculaire qui fait que la paroi vasculaire s'épaissit, qui entretient l'HTAP. Donc qui dit HTAP dit auto-aggravation, si on ne la traite pas de façon efficace. Et ces processus de remodelage sont liés à une multiplication des cellules musculaires lisses. Le remodulin, le tréprostinil, a comme avantage de prévenir ce remodelage vasculaire. Donc par rapport aux autres médicaments. Et troisième point, il a aussi des effets anti-inflammatoires. Et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure quand on parlera du PNDS, mais sûrement en phase aiguë, pas forcément immédiate, mais au bout de quelques semaines, il y a des phénomènes inflammatoires pulmonaires qui aggravent l'hypertension pulmonaire. Voilà, et je termine sur cet article très, très intéressant. C'est sur une grosse cohorte d'enfants, 3400 enfants porteurs de hernie diaphragmatique. Ils les ont séparés entre les enfants qui avaient une hypertension pulmonaire, d'autres qui ne l'avaient pas, et des enfants qui ont été traités ou pas par NO. Et vous voyez que dans les 2 groupes, il y a des centres qui ne mettent jamais de NO, d'autres qui mettent du NO même quand il n'y a pas d'hypertension pulmonaire. Et globalement, ça permet de tester l'efficacité du NO en faisant des études sur ce type d'études, en faisant des études de type propensity score comme analyse statistique, qui permet en fait de regrouper des mêmes enfants très très similaires qui ont reçu ou pas du NO. Et c'est presque, ça ne l'est pas, mais c'est presque ce que nous disent les statisticiens, comme si c'était randomisé. Et voilà les résultats qui sortent dans cette étude. On voit que les centres utilisent très différemment le monoxyde d'azote. Là, c'est les numéros des centres. Il y a des centres qui utilisent plus facilement du monoxyde d'azote, d'autres qui en utilisent moins. Et on s'aperçoit que la mortalité augmente avec l'utilisation du NO. On pourrait se dire c'est normal. Si on utilise du NO, c'est que l'enfant est malade. Mais il y a eu un ajustement multiple par ces tests statistiques, donc de propensity score, qui montre néanmoins que dans les centres qui utilisent du NO inhalé systématique, ça augmente la mortalité d'environ 15%. Et c'est en lien avec cette méta-analyse qui avait été publiée l'année précédente, que je vous ai montrée l'année dernière, qui a poolé toutes les études qui ont traité ou pas par NO, par études randomisées. Les études séparément n'ont pas montré d'effet du NO, mais la méta-analyse montrait qu'il y avait plus de nécessité de recours à l'ECMO lorsqu'on utilise systématiquement le NO. Donc cette étude-là supplémentaire conforte les résultats d'un risque augmenté de mortalité si on utilise systématiquement le NO. Et le NO, on doit plutôt l'utiliser dans des situations hémodynamiques particulières, notamment lorsque la perfusion pulmonaire est diminuée, et pas dans les situations de défaillance cardiaque gauche, comme c'est souvent le cas les premiers jours de vie.
Voilà ce que je voulais vous résumer sur ces premiers papiers.